Je vais vous parler donc, ça fait tout à fait le lien avec les interventions précédentes, d'environnement intérieur et de santé respiratoire de l'enfant, en insistant dans l'environnement intérieur sur la qualité de l'air intérieur, puisque pour ce qui est en tout cas des pathologies respiratoires, mais également pour beaucoup d'autres pathologies, la voie d'exposition par l'air est tout à fait majeure. On respire, alors c'est très variable selon si on s'agite ou pas, mais on respire à peu près 14 ou 15 mètres cubes d'air par jour. C'est plutôt les chiffres pour l'adulte, mais pour l'enfant c'est un petit peu moins. Mais ça représente un ballon de 3 mètres de diamètre. Et tout ça pour un organe qui est fait pour échanger avec l'air extérieur. C'est vraiment une voie très très importante. Si on compare par exemple avec l'eau, qui est aussi une voie d'exposition à un certain nombre de polluants, on boit 1 ou 2 litres d'eau par jour. C'est vraiment très, très inférieur. Alors, dans la maison, on a de multiples sources de polluants. Et bien entendu, on a tout ce qui vient de l'extérieur et tout ce qu'a raconté Julie Chastain s'applique aussi à l'intérieur des maisons. On a à peu près tous les polluants qui viennent de l'extérieur, notamment les dioxydes d'azote ou les particules fines pénètrent très très bien. L'ozone, beaucoup moins, parce que l'ozone, c'est effectivement un polluant qui est formé au fur et à mesure par action du soleil. Dès qu'on est abrité du soleil, le O3 redevient O2 et donc on est beaucoup moins exposé à l'ozone. Mais on peut aussi avoir des pollens, par exemple, qui viennent de l'extérieur. Alors, je ne parlerai pas de tout ça, ou des pesticides agricoles qui viennent de l'extérieur. Je ne parlerai pas de tout ça, je vais plutôt me limiter aux polluants qui sont générés à l'intérieur de la maison, mais qui sont de sources très très diverses, comme on le voit sur la diapositive. Alors, les polluants qui sont produits à l'intérieur de la maison elle-même, mais aussi ceux qui viennent du sol, qui nous posent... Moi, je travaille à Paris, et Paris, c'est une ancienne ville industrielle, et on a pas mal de soucis avec dès qu'on veut construire, dès qu'il y a un petit bout de parcelle qui est libre, en général, c'est parce qu'avant, il y avait une usine de quelque chose qui a tout salopé. Donc, on a des gaz du sol qui remontent, en tout cas, dans les sous-sols et éventuellement au rez-de-chaussée. Par exemple, au rez-de-chaussée, c'est là qu'on met les crèches, en général. Donc. Parce que, évidemment, pour les mamans, c'est pas très pratique de mettre le landau dans l'ascenseur. Alors, je parlerai des effets, enfin, des sources polluantes qui ont un effet respiratoire, parce que c'est l'intitulé de la session, mais bien entendu, les effets des contaminants intérieurs sont multiples et variés, et donc je vous laisse lire la diapositive sans nécessairement la commenter plus avant, mais enfin, vous avez toutes sortes de choses, des choses très classiques comme les cancérigènes, ou très à la mode comme les perturbateurs endocriniens, en passant par les effets infectieux, les odeurs qui sont un grand problème parce que ça génère beaucoup d'effets dont on ne sait pas s'ils sont psychologiques ou s'il y a un effet organique propre, mais voilà. Alors, la pollution physico-chimique, quand on parle de qualité de l'air intérieur, on pense d'abord sans doute à la pollution physico-chimique. Et pour la plupart des gens, ça évoque avant tout quelque chose qui ressemble à l'image du bas de ma diapositive. Mais il faut penser aussi, bien entendu, les 2 plus grosses sources de polluants chimiques à l'intérieur des maisons, c'est le tabac, et ça a déjà été évoqué, et puis ce sont les foyers ouverts. Alors, les foyers ouverts, c'est une image très sympathique, et puis c'est traditionnel, on a toujours fait ça, etc. Mais enfin, c'est quand même la source de pollution tout à fait essentielle. Et dans le monde
l'impact sanitaire des combustions à l'intérieur des maisons est absolument considérable. Parce qu'il y a beaucoup de pays où la cuisine se fait encore là-dessus, avec quelquefois une ventilation très insuffisante. Alors, je vais passer sur le monoxyde de carbone. Barbara parlait de monoxyde d'azote. Elle était troublée, mais non, c'est le monoxyde de carbone. Mais elle a tout dit par ailleurs sur ce qu'il y avait à dire sur le monoxyde de carbone, donc je vais passer. Les polluants chimiques sont multiples et variés. J'aurais pu effectivement parler des hydrocarbures aromatiques polycycliques, par exemple, qui sont produits par les foyers ouverts. Mais j'ai choisi d'illustrer avec les composés organiques volatiles, qui sont très présents qui peuvent être émis également par la fumée de tabac, mais qui sont présents dans une multitude de produits et matériaux qu'on introduit dans la maison, comme tout ce qui est les bougies parfumées, les machins qu'on branche pour diffuser des parfums, et puis les peintures, les cols, les moquettes, les planchers, voilà. Ces composés organiques volatiles ont des effets aussi multiples. Le benzène, par exemple, c'est un cancérigène, mais le formaldéhyde également, d'ailleurs. Mais pour ce qui nous concerne ici, ils vont effectivement favoriser l'allergie, l'asthme, provoquer des irritations au niveau respiratoire, avec la possibilité d'exacerber toute pathologie respiratoire existante. Donc vous avez là à la fois le diagnostic et la solution dans la même diapositive, avec quelques gestes à faire. Ouvrir la fenêtre, aérer, choisir si possible des matériaux qui sont avec des labels qui garantissent leur innocuité, donc A+, éviter de trop utiliser des produits ménagers multiples et variés, favoriser plutôt le vinaigre blanc, des choses comme ça. Ne pas fumer, impératif. Ne pas fumer à l'intérieur de la voiture, je suis bien d'accord avec l'intervenant tout à l'heure, il ne faut pas non plus. Alors, donc, des molécules chimiques, des particules qui viennent de l'air extérieur, mais aussi de l'air intérieur, toujours pareil, par le tabac, par les combustions, par les bougies. Là aussi, avec un impact respiratoire qui peut être très important. Ça, je ne vais pas détailler puisque ça a été dit. Et là aussi, les bons gestes, c'est ne pas fumer, ouvrir la fenêtre et utiliser des gazinières, notamment si on emploie le gaz pour cuisiner, il faut utiliser des appareils hautement performants de manière à avoir des combustions les plus complètes possibles et les moins émissives de particules possibles. Alors, les intervenants précédentes en ont parlé, donc surtout Madame Barbara, c'est ça. Il est évident que les contaminants biologiques jouent un rôle très, très important. Alors, sur la photo, sur la droite, là, il y a des pollens. Je ne vais pas vous parler des pollens, mais je vais vous parler des deux autres, c'est-à-dire les moisissures, qui sont naturellement présentes dans l'environnement, mais qui vont se développer lorsqu'on leur donne des conditions favorables, c'est-à-dire essentiellement de l'humidité. Et l'humidité... c'est souvent favorisé par le fait d'avoir une mauvaise isolation, un mur froid sur lequel va se faire une condensation. Et donc, on va avoir un développement de moisissures qui ne sont pas esthétiques et puis qui peuvent balancer des spores qui ont des effets allergiques, irritatifs, toxiques, infectieux. Donc, là aussi, pour prévenir, il faut ventiler. Il faut ouvrir la fenêtre, mais également l'utilisation de ventilation mécanique contrôlée peut être très efficace. Il faut traiter les causes de l'humidité.
repérer les moisissures par une inspection visuelle et nettoyer les surfaces. Une fois qu'on a éliminé, parce que ça ne sert à rien de nettoyer si on n'a pas éliminé la cause, hein, une fois qu'on a éliminé le facteur favorisant, il suffit de nettoyer les surfaces contaminées en se protégeant, en mettant éventuellement un masque, mais c'est de l'huile de coude et du savon de Marseille. Hein, voilà. Les acariens, c'est des petites bêtes que nous avons tous sur la peau, mais qui peuvent se multiplier dans les réservoirs que sont les matelas, les sommiers tapissiers, les canapés, les literies, les tapis, les moquettes, et qui sont très, très allergisants. Et les mesures qui permettent de se protéger des acariens, c'est un peu toujours les mêmes. Il faut diminuer aussi la température parce que vous avez vu que les acariens, leur prolifération est favorisée par une chaleur au-dessus de 26 degrés. Donc, c'est des appartements surchauffés qui favorisent beaucoup les acariens. Éviter les niches à poussière. Préférer l'utilisation d'un aspirateur muni d'un filtre HEPA. Donc, c'est des labels, ça se trouve dans le commerce. Hein. Il faut vérifier qu'on a un aspirateur qui est muni d'un filtre de cette sorte. On peut aussi, lorsqu'on a un petit patient allergique, conseiller l'utilisation d'une housse anti-acarien. C'est des housses qui sont à la fois confortables mais imperméables aux acariens. Il faut laver les doudous, les couvertures, les draps. Alors, sur la diapo, il est écrit à 40 degrés. Moi, je vous conseille de laver à 60 degrés. Parce que à 40 degrés, vous tuez les acariens. À 60 degrés, en plus, si vous avez des punaises de lit, vous les tuez aussi, ce qui est pas mal. J'ai 5 minutes encore ? Oui. Alors, je vous parle... alors, tous ces bons conseils, vous pouvez les appliquer vous-même. Franchement, ce n'est pas très compliqué. Mais il y a des situations quand même un peu plus complexes. Et il se développe une nouvelle profession en France qui est là pour aider les médecins. Ce sont les conseillers médicaux en environnement intérieur. Alors, il y en a un peu partout en France. Ma diapositive est totalement illisible. Normalement, il y a des points rouges, mais vous ne les voyez pas. Mais vous avez l'adresse du site internet www.cmei-france.fr qui vous dit où il y a des conseillers médicaux en environnement intérieur en France. Alors, c'est une profession qui a du mal à trouver son modèle économique, comme on dit aujourd'hui. Donc, c'est souvent subventionné par les ARS. Et à Paris, on a beaucoup de chance parce qu'on est subventionné par la ville de Paris. Et le Conseil de Paris a décidé de mettre ce service gratuitement pour les Parisiens. Donc, c'est les gens qui habitent à l'intérieur du périphérique. Donc, on intervient gratuitement dans Paris, sur prescription médicale. On a un formulaire de demande d'intervention sur paris.fr. On intervient un peu en dehors du périphérique, mais en faisant payer. Mais du coup, comme on fait payer, il n'y a pas beaucoup de demandes. Mais on a... Alors, les médecins qui prescrivent, qui nous demandent d'intervenir, ce sont beaucoup les pneumologues, les pédiatres, les allergologues, mais également les généralistes, de plus en plus d'ailleurs. Ils nous demandent d'intervenir lorsque ils ont un enfant qui présente un asthme, une rhinite. C'est essentiellement ça, hein. Asthme, rhinite, on n'arrive pas à s'en sortir, ça persiste, ça résiste au traitement, et donc c'est pour aider à comprendre ce qui se passe dans l'appartement. Alors l'autre pathologie importante, mais c'est moins là, les enfants qu'éventuellement les adultes, c'est les syndromes interstitiels, style... Quand j'étais à la fac, ça s'appelait la maladie du poumon du fermier, la maladie des oiseaux, des éleveurs d'oiseaux, et les choses comme. Mais il y en a une foultitude en fait. On peut développer une maladie très grave avec en s'hypersensibilisant à tout un tas de choses.
Donc, lorsqu'on nous demande d'intervenir, il y a un questionnaire au patient. On a une petite discussion avec le patient et selon la situation, soit on fait une consultation simple et des conseils sur table, soit on va sur site pour faire un audit de l'appartement. Alors, mes techniciens y vont. Nous avons la chance d'avoir 5 CMEI dans le service. Et ils vont avec tout un tas d'appareils dont je ne connais pas personnellement le maniement pour mesurer le CO, le CO2, les COV, l'humidité, est-ce que les surfaces, la température des surfaces. Et ils peuvent faire comme on a des laboratoires, ils peuvent faire des prélèvements et faire de l'identification fine au laboratoire. Mais c'est pas franchement toujours utile. Par exemple, les moisissures, bon, on le fait parce qu'on fait un peu de recherche, quoi, mais identifier l'espèce de moisissure, ça a souvent aucun intérêt, en fait, parce que en l'état actuel de la science, on ne sait pas très bien lier une pathologie à une espèce de moisissure particulière, sauf pour l'aspergillose ou les trucs très, très spécifiques comme ça. Voilà. Et donc, on essaye d'évaluer et les médecins nous disent que ça les aide à connaître l'exposition, ça les aide à confirmer le diagnostic, ça les aide à donner des conseils à leurs patients. Et leurs patients se sont améliorés dans 2 tiers des cas, mais peut-être qu'ils se seraient améliorés même si on n'était pas intervenu. Donc on participe actuellement à des études d'évaluation beaucoup plus poussées, notamment financées par la CNAM, parce que derrière, il y a la question de savoir si tout ça va être intégré à la nomenclature des actes professionnels et remboursé par la Sécu. Voilà, donc les conseils, c'est d'aérer, de ventiler, mais on tombe sur les problèmes d'inégalité sociale de santé. Une ventilation double flux, c'est pas toujours possible, c'est pas toujours abordable. Et identifier, agir sur les sources de pollution intérieure. La qualité de l'air intérieur, ça a l'immense avantage parmi les problèmes environnementaux d'être quand même quelque chose qui est accessible à l'action individuelle. On peut se protéger soi-même, alors que pour la pollution atmosphérique, bon, peut-être on peut prendre de la vitamine C, mais enfin, on est bien obligé de respirer un moment, quoi. Voilà, et si vous voulez en savoir plus, je fais la pub pour le Congrès national de la Société française de santé et environnement qui aura lieu à Montpellier, à l'école d'architecture, sur le thème de l'environnement intérieur, vers une approche intégrée des risques et bénéfices pour la santé. Je vous remercie. Eh bien, merci beaucoup pour cette dernière intervention. À vos questions. Avant une petite conclusion sur les messages que vous rapporterez chez vous. Des interventions, des questions? Oui, allez-y. Oui, alors j'ai plusieurs questions. D'abord, sur les vitamines. J'avais entendu parler aussi de la vitamine D qui aurait un effet positif sur l'asthme. Qu'en pensez-vous? Oui, bien sûr, effectivement, la vitamine D, notamment, j'ai publié des articles sur cette vitamine. Et en fait, elle a un rôle très important dans le système immunitaire. Donc, des enfants qui sont supplémentaires en vitamine D, c'est très important. Mais aussi, l'effet de cette vitamine, elle commence déjà pendant la grossesse. Et en fait, c'est important aussi qu'une femme enceinte vérifie ses niveaux de vitamine, parce que c'est un effet aussi sur le risque de développer de l'asthme pour l'enfant après. Donc oui, vitamine D, très recommandée. Sinon, là c'est plus pour l'humidité. Est-ce qu'on peut conseiller, par exemple, à des personnes qui ne peuvent pas déménager, mais qui ont des polluants antérieurs par exemple la peinture ou d'autres choses, est-ce qu'on peut leur conseiller d'entrebâiller la fenêtre la nuit, comme le font parfois dans les campagnes les personnes âgées? Oui, alors de toute façon, aérer, il vaut mieux le faire la nuit. Mais la limite, c'est le confort thermique quand même. Ouais, et de mettre plus mais de oui, chauffage. bien sûr, c'est un bon conseil, oui, bien sûr. Et oui, et en parlant du chauffage, j'ai aussi des patients qui me disent qu'en fait, leur appartement, il ne chauffe pas.
Et que c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas enfin, que leur enfant a des problèmes d'asthme ou de bronchiolite et tout ça. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Comment ils peuvent se chauffer? J'ai un patient, par exemple, là, qui m'a dit, maintenant, il a trouvé c'est les chauffages individuels au gaz, là, les grilles. C'est des gaz, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Oui. Est-ce que c'est bien? Non, c'est pas bien. C'est comme ça qu'on fait des intox au CO. Ouais, non. Ouais. Alors le problème, les chauffages d'appoint, c'est mieux des chauffages d'appoint électriques, mais ça coûte plus cher sans doute. Ouais. Ou alors ça consomme plus les chauffages les soufflants, les ventilateurs comme ça. En fait, les chauffages d'appoint, pareil, l'intox au CO, ils disent qu'il ne faut pas l'utiliser plus de 2 heures par jour, en fait, les chauffages d'appoint. Donc, un vrai chauffage, c'est mieux. Après, il y a la problématique de la précarité énergétique. Les gens qui n'ont pas les moyens de se chauffer, eh ben, il faut leur dire qu'il y a des aides disponibles. Même chez EDF, ils ont des systèmes où, voilà, quand on a du mal à payer ses factures l'hiver, eh ben, il y a des systèmes, il y a des aides, des bons énergétiques. Il y a des choses qui existent. Il faut se rapprocher des gens qui... Parce que dans les radiateurs aussi, il y a des radiateurs là, genre grille-pain que j'appelle. C'est vrai que pour en avoir eu, ils chauffent sur le moment, mais après, ils ne chauffent plus, quoi. Donc ça donne l'impression aux personnes qui sont dedans que ça ne chauffe pas, quoi, et qui consomment beaucoup, quoi. Et ça, il y a des aides aussi pour les radiateurs, tout ça. Ouais. Bon, je vais vous laisser. Oui, j'ai changé tous mes chauffages et j'ai eu un crédit d'impôt. Donc je témoigne que oui, il y a des aides pour ça. Faut quand même avancer. Faut avancer. Ouais. Hein, c'est pas. Il n'y a pas des aides qui tombent du ciel, non. C'est un investissement. Je pense que l'ADEME doit pouvoir, l'agence. Oui, sous condition de ressources, l'ADEME peut aider les foyers à changer, à améliorer l'isolation du logement. Mais il y a des conditions de ressources. Alors, donc, moi, je ne suis pas concernée par la région parisienne. Je suis installée près de Dunkerque. Donc, on a quand même un climat industriel assez développé. Mais on a de la chance, on a du vent. Donc, a priori, c'est positif. Et ma question, c'est surtout... donc déjà, le milieu industriel paraît moins impactant que la concentration routière, si j'ai bien compris. Et deuxième question, entre une pollution intérieure et une pollution extérieure, qu'est-ce qui est le plus impactant sur la santé ? Est-ce que c'est... On a tendance à croire que c'est la pollution extérieure. Et j'ai l'impression qu'avec le nombre de produits intérieurs, peut-être qu'on se trompe. Oui, alors je parle sous le contrôle d'une épidémiologiste. Donc, disons que on connaît beaucoup mieux les... au point de vue épidémiologique, on est capable de mesurer l'impact sanitaire de la pollution atmosphérique générale parce que c'est un peu compliqué à expliquer, mais on peut faire des séries temporelles on mesure au quotidien l'évolution des polluants, on mesure au quotidien le nombre de décès, les hospitalisations, on a des grandes cohortes, etc. Donc, on est très en avance pour connaître l'impact de la pollution de l'air extérieur. L'air intérieur, c'est sans doute plus compliqué à faire parce que pour avoir des grandes cohortes où on a à la fois une bonne mesure de l'exposition et une bonne mesure des effets sanitaires, ça coûte très très cher et c'est très compliqué. Bon, il y a la cohorte Paris d'Isabelle Monmas qui est en cours actuellement. Il y en a d'autres, mais on connaît moins bien. Après, comme je vous disais, quand on est à l'intérieur de la maison, on a la pollution extérieure plus les contaminants intérieurs. C'est vraiment utile d'ouvrir sa fenêtre si on a un air pollué. Oui, c'est vraiment la question après derrière. Des fois, on a l'impression de faire pire que mieux en aérant. Non, parce que n'hésitez pas à ouvrir la fenêtre parce que. Alors, je vous dis, il vaut mieux ouvrir la fenêtre la nuit quand même. Surtout. Bon, mais de toute manière, les polluants extérieurs, ils vont rentrer. Vous habitez pas dans un sous-marin, quoi. Hein, donc, la diffusion du dioxyde d'azote ou des particules fines, elle se fait sans aucun problème vers l'intérieur de la maison. Et aussi, on sait que malheureusement, la pollution à l'intérieur est beaucoup plus forte que la pollution extérieure, tout simplement parce qu'elle est aussi plus concentrée et a énormément de sources.
Et donc, effectivement, même, on pense qu'en aérant, on fait rentrer des polluants. Non, on fait quand même aussi, on dilue aussi la pollution qui est à l'intérieur. Donc, mais c'est vrai que pour l'étude des effets, pour l'instant, on a beaucoup plus d'études qui ont été faites sur la pollution extérieure, qui est plus facilement mesurable que la pollution intérieure. Parce que la pollution intérieure, il faudrait placer des appareils dans chaque maison. Donc, du point de vue du coût et puis de personnel, c'est aussi moins avantageux. Mais c'est en cours. Il y a plein d'études, comme dit Georges, qui sont en cours. Bonjour, Jean-Laurent Thébault de Paris. Moi, j'ai une question par rapport à ce que vous avez dit sur l'humidité, les moisissures et ce risque d'asthme. Donc, d'après ce que j'ai compris, c'est vraiment un facteur qui peut augmenter de 1,5 à 3 fois le risque d'asthme. Et c'est quelque chose que les patients, peut-être un peu spontanément, identifient ou parce qu'on leur en a parlé. Donc, ils viennent souvent avec cette information-là en me disant voilà, mon enfant, il a de l'asthme, mais chez nous, il y a des moisissures, c'est humide, c'est pas bien. Et donc, leur demande, c'est souvent, docteur, faites-nous un courrier qui dit que l'enfant a de l'asthme à cause de ça. Donc, je pense qu'il ne faut pas le faire. En tout cas, moi, je ne le fais pas. D'abord parce que je ne sais pas comment c'est chez eux et je ne peux pas dire. Mais j'aimerais bien pouvoir aider ces patients. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire quand les patients nous disent ça parce que ce n'est pas farfelu comme idée, mais comment on peut les aider dans cette démarche? Et notamment, est-ce que, par exemple, faire intervenir les conseillers environnementaux, médicaux, dont j'ai découvert l'existence aujourd'hui, ça peut être une solution. Souvent, c'est des gens qui sont dans des HLM ou des habitats sociaux et qui, du coup, demandent des relogements. Est-ce que ça peut les aider? Voilà. Pour répondre à ta question, du point de vue du Conseil de l'Ordre, on n'est pas censé faire ce genre de certificat. Mais dans la vraie vie, moi, je le fais. Et moi, ça m'arrive souvent que les patients, grâce au certificat, ils obtiennent des logements un peu meilleurs. Alors, je vais totalement rejoindre Barbara. Moi, je travaille effectivement dans une zone très défavorisée à Vitry, dans un centre de santé. Mes patients, effectivement, je ne suis pas allée faire des contrôles au domicile. Ils vivent très souvent dans des logements insalubres. Quand ils me rapportent des moisissures et que j'ai plusieurs enfants, ou même un seul qui a de l'asthme assez sévère dans la famille, je fais le certificat. Et pour le coup, je dois vraiment reconnaître que ça a un impact très positif puisque les familles sont relogées. Et bizarrement, les enfants vont mieux. Pour de vrai, ça marche vraiment. Quand on les fait... En fait, c'est un sujet que je connais relativement parce que y a beaucoup de demandes qui sont en fait pas tellement des demandes de conseils ou de diagnostic, mais des demandes qui visent à nourrir un dossier de demande d'insalubrité, de classification d'un logement insalubre. Alors, donc nous, on est en relation avec les services qui s'occupent de ces enquêtes d'insalubrité qui nous disent, bon, de toute façon, nous, les moisissures, ça ne fait pas partie de la grille, mais de toute manière, ce qui en fait partie, c'est les facteurs qui vont conduire au développement des moisissures. Donc, s'il y a des conditions d'humidité insolubles dans le logement, bah, c'est un logement insalubre, quoi. Donc, à ce moment-là, nous, on n'a pas tellement besoin d'un conseiller médical en environnement intérieur pour dire ça, quoi. Il faut engager une procédure d'insalubrité du logement. Parce que moi, ce que je mets sur le certificat médical, c'est je ne marque pas qu'il a de l'asthme ni rien. Comme ça, je pense que je ne suis pas en contradiction avec le Conseil de l'Ordre. Je mets juste l'état de santé nécessite un logement sans humidité. Comme ça, je ne précise pas où il est. Et voilà. Et généralement, ça suffit. Est-ce que je pourrais avoir quelques précisions par rapport à l'asthme de l'enfant? Quand sa spirométrie est normale, qu'il ne fait plus de crise d'asthme, quand est-ce qu'on arrête la cortisone, le traitement de fond? En fait, le traitement de fond, on va décroître par palier. On va pas, s'il a une dose importante, l'asthme, il va être classifié au début il va y avoir un stade et
on peut effectivement, il y a des enfants qui guérissent de l'asthme, qui font des bronchiolites à répétition, qui vont avoir un traitement de fond jusqu'à 4 ans, et ensuite on va réussir à diminuer puis à arrêter. La seule chose, c'est qu'il faut diminuer par palier. Et donc, une fois qu'on est au palier inférieur, on arrête. Voilà. Moi, souvent, j'ai arrêté au moment de la belle saison. À chaque modification de traitement, en théorie, il faut refaire une spirométrie 3 mois après la modification de traitement pour voir l'évolution de la fonction respiratoire de l'enfant. Voilà. Oui, c'est une dernière question. Oui, c'est entre 18 et 22. Ouais, non, non, mais je ne sais. Je ne sais pas. C'est assez discuté le fait que la relation entre le froid, par exemple, et les infections respiratoires aiguës de l'enfant, et je ne suis pas spécialiste de ça, mais c'est discuté. Mais d'une manière générale, je pense que il y a un problème de confort thermique minimal qui fait partie de la décence du logement, quoi. Si on a des logements à 15 ou 16 degrés, ben, c'est pas bon ça doit pas être bon pour la santé, à mon avis. Alors, c'est vraiment la dernière question. Et ensuite, c'était juste pour rebondir par rapport au traitement et la spirométrie, parce que moi j'avais la notion qu'avant 6 ans, les enfants n'étaient pas en mesure de faire une spirométrie. En fait, on peut faire des épreuves fonctionnelles respiratoires chez le jeune enfant, mais on ne le fera pas en ambulatoire et ce ne sera pas le médecin généraliste de toute façon qui le fera, parce que ça nécessite de savoir souffler, ça va être dans des services spécialisés, mais si, on peut faire des examens d'exploration fonctionnelle respiratoire chez le jeune enfant. La seule chose, c'est que c'est des infirmières qui les font souffler comme dans un ballon, ensuite elles leur passent l'appareil. Voilà, c'est vraiment pas effectivement du domaine du médecin généraliste de faire des spirométries chez un enfant de 3-4 ans, mais on peut explorer la fonction respiratoire. Donc, je vais conclure la session. J'ai pris des notes pour essayer de vous... les messages qui me paraissaient là ressortir. Donc, on l'a dit et redit, le lien entre la santé respiratoire de l'enfant et son environnement est un lien avéré. Et sous couverture scientifique, comme nous l'ont montré dans de nombreuses études, et nous en particulier sur un travail très poussé. Donc un effet sur l'asthme, sur la rhinite, sur les infections, et puis aussi des effets à long terme avec une diminution de la capacité pulmonaire à l'âge adulte. Je pense qu'on ne peut pas, et je suis assez d'accord, séparer, en fait, parce que, encore une fois, c'est comme quand on veut séparer les patients par organe. Aujourd'hui, on ne peut pas séparer l'air intérieur de l'air extérieur, mais il faut parler d'environnement de notre patient, et de où il vit, et de ce qu'il fait, où est-ce qu'il habite et qui il est. Le médecin généraliste apparaît là encore une fois, l'acteur et le témoin essentiel et de premier recours face à la pollution et face à la santé du jeune enfant. Voilà, c'est vrai que nous, on a quand même la possibilité d'avoir accès aussi au domicile des gens, et on est les seuls soignants, les seuls médecins à accéder au domicile des gens et à avoir la possibilité de faire des visites à domicile. Donc je me disais même en écoutant Georges que peut-être qu'on sous-estime aussi la pratique de la visite à domicile dans des cas de santé respiratoire de l'enfant et de problèmes respiratoires de l'enfant. C'est pas parce que l'enfant peut se déplacer que ça vaut pas le coup de faire une visite à domicile pour voir où est-ce qu'il vit et dans quelles conditions il vit. Donc le médecin généraliste a aussi toutes les clés pour lutter et expliquer aux familles les facteurs aggravants identifiés. Parce qu'encore une fois, il ne va pas lui donner des généralités, comme là on a pu vous donner, mais il va lui parler à lui et à son environnement. Parce qu'il va identifier, si je dis à un patient non exposé au tabac, il ne faut pas fumer en présence de l'enfant, mais qu'à l'inverse, le logement est rempli de moisissures, je ne suis pas pertinente. Nous, on a la possibilité de connaître des familles et de connaître les conditions de vie des enfants, du moment qu'on s'y intéresse, et on s'y intéresse. Donc, il faut qu'on identifie, il faut y penser au mal logement,
moi, je m'étais quand même dit, quand j'écoutais Georges, que je pense qu'on peut être un point d'appui d'aide aux familles pour le relogement et pour avoir des conditions de vie décentes pour des problèmes de santé respiratoire de leurs enfants. Évidemment, on a tout notre rôle, et on ne va pas le répéter, sur la promotion de l'allaitement maternel, la lutte contre le tabagisme passif. J'ai quand même, moi, noté que je pensais peut-être pas suffisamment au mode de chauffage des familles, et notamment aux cheminées. C'est vraiment un foyer ouvert, une cheminée, un foyer ouvert, c'est quelque chose auquel je ne pense pas. Et attention à des enfants, effectivement, qui auraient des problèmes de santé respiratoire et qui vivraient avec une cheminée à la maison qui est très pratique, qui est très jolie et qui ne concerne pas forcément les plus précaires. Notez aussi, évidemment, l'humidité, les moisissures. Pensez à nettoyer les surfaces avec des chiffons humides pour enlever toutes les moisissures. C'est ce qui décape le mieux. Attention aux niches à poussière. Et puis aussi, on me disait, Isabelle, le vinaigre, qui est un outil pratique pour enlever les moisissures et pas cher. Évidemment, un peu comme pour toutes les pathologies chroniques, la santé respiratoire de l'enfant, ça va nécessiter la prise en charge du médecin généraliste parce que c'est lui qui devrait et qui doit coordonner les différents acteurs. C'est lui qui doit communiquer avec l'école et on lui demande, en lui donnant une feuille qui un jour va être une autre, un jour va être une autre, et c'est difficile. C'est lui qui doit communiquer avec les parents, c'est lui qui va devoir communiquer avec la nounou, c'est lui qui va devoir en fait traiter tout l'environnement. Et encore une fois, comme pour toute pathologie chronique, c'est toute la difficulté de notre métier, c'est ce travail de coordination qui n'apparaît pas, mais qui est l'élément central de notre travail. Et la LD. Arrête de me souffler des phrases. Et oui, et effectivement, penser dans la prise en charge de l'asthme sévère pour les familles, pour la prise en charge, à déclarer en ALD les asthmes sévères qui permettent d'avoir la prise en charge et une reconnaissance à 100%. Et puis, je dirais simplement que délivrer des conseils de prévention très simples, comme l'aération du domicile, avoir aussi, nous, les infos, parce qu'on n'est pas... En fait, on reçoit des milliers de mails, mais on n'a pas non plus d'informations sur l'environnement. Les pics de pollution, on les apprend dans les journaux. On ne reçoit pas, en tant que médecin traitant des familles, de notions ou de flash info, même des mairies. Peut-être que c'est un travail ou une ouverture sur l'avenir, mais moi, ça me manque de savoir quoi dire à mes patients, quel type de pollution, qui va être impacté. Et puis, voilà, est-ce que je dois effectivement aérer absolument là, le matin tôt? Est-ce que je dois communiquer à mes patients, à tous les patients asthmatiques, voire lancer des messages d'alerte à mes patients? Je trouve que pour moi, être un bon coordonnateur autour des familles et autour des patients, j'ai besoin aussi d'avoir de l'information. Et je n'ai pas dans mon cabinet de mesure du taux d'ozone ou de taux de microparticules, donc j'aimerais aussi recevoir de l'information pour pouvoir mieux en délivrer. Voilà. Et j'espère que cette session vous aura permis à ça, d'ailleurs. Merci beaucoup à vous tous et bonne soirée. Que les pics, ça on n'en parle pas, alors que ça c'est hyper important pour les enfants asthmatiques. C'est un niveau où voilà, on est censé informer les gens, on ne sait pas, donc c'est juste qu'on a des alertes de pics de pollution. Et on le sait à la radio sur France Inter. Moi c'est quand j'écoute la radio, effectivement je me dis, je prends la radio, mais je me suis voilà, mieux dans une à part la LD. J'ai envoyé 2 fois. J'ai envoyé 2 fois le PAI en LD. Elle a accepté, fini par accepter PAI. Je peux pas vous dire, il y a le zéro. Après, on peut aussi aux parents de. Moi, j'ai téléchargé sur mon application Paris. Les jours, moi, quand j'étais petit, il y avait des plaquettes Zapona et c'était des organes chlorés. Aujourd'hui, c'est le diable, etc. Le coup des vitamines, j'étais sûre que ça allait y aller. C'est des risques statistiques. C'est pas. Moi, je recommande pas, quoi, mais bon, après, il faut nous débarrasser des. Après, c'est comme médicament dans la pharmacie. Oui, c'est vrai. Mais c'est tous ces produits phyto, enfin des plantes, etc.
dire que les Elles ne enfants... veulent pas forcément Non, du par bien. contre, ce qu'on peut dire, c'est que le gros avantage c'est du la manière. périphénoïde par rapport aux organochlorés, justement, c'est que ça se métabolise, ça ne persiste pas. Donc c'est une exposition qui a eu lieu à un moment donné, mais qui ne perdure pas. C'est de l'alcool qui est rapidement dans le... Oui, en quelques... Dans les huiles essentielles, oui. Ouais. Qui est nocif. Et dans l'environnement, ça ne persiste pas non plus. Ça, faut pas les voir. C'est dégradé très vite. Il y a des études qui disent qu'il ne faut pas les voir. Ah oui, c'est pour ça que c'est interdit maintenant. C'est le DDT. Bah après c'est toujours avec modération quoi. Oui, L'inhalation, on est encore dans l'air de Paris. On a encore des organochlorés. C'est pas du tout biodégradable. Pour ça, elle, je les cherche. Souvent c'est l'expression chronique. C'est super efficace sur les punaises. Déjà des vidéos inutiles, on ne va pas avoir la coupe maintenant, on ne peut pas la joindre. Non, pas du tout. Mais le problème c'est que ça rassuré ça. Je l'ai appelé Alice, après je l'ai appelé Banque. Je lui ai laissé des mails sur les mails que j'ai trouvés sur internet. Voilà, c'est ça. D'après ce que je sais pas. Mais en gros, il croit qu'il n'y a pas de... Alors nous, on se disait que Mme Mombas avait été restée pour nous un mystère. On essayait de la joindre, on n'y arrivait jamais. Et vous, vous continuez à travailler avec elle. Elle vous répond à vous? En fait, on se demandait si elle existait. Si elle existe. Hier, elle était avec la chef de... Avec Isabella? Isabella, oui. Elle intervenait. Oui, elle travaillait cette bien. J'ai posé sur moi, parce que moi je suis... Ah oui, je sais qu'elle est... J'ai un collègue, il est comme toi. Il ne fait même plus les certificats de sport. Ah non, ça, Et c'est autre chose. Ah bah non. Moi, je certifie ce que je peux certifier. Ah non, il fait plus. Il certifie que la personne est malade à répétition et que pour avoir besoin, les conditions de logement pourraient... Merci beaucoup. Tu me donnes des nouvelles. Au revoir. Non, mais c'est pour ça que moi, je voulais... Je pense que c'est bon. Mais sauf que certifier que l'état de santé de l'enfant est lié... Non, c'est pas ça. Non, en fait, il s'agit de dire que son état de santé nécessite l'absence de moisissure dans le logement. Après, il y a une enquête HLM. Voilà, c'est ça qui se passe. Il faut le formuler de la bonne façon. Nécessite un environnement sain et une absence de moisissure dans son logement. Donc après, le logement HLM passe dans le domicile et s'il juge qu'un bon logement est nécessaire, c'est pas moi qui l'évalue. Oui, après, on va pas dire que... Voilà. Mais en fait, quand les patients décrivent des salles de bain remplies de moisis et tout, et des enfants qui font la moelle, c'est vraiment ça. Non, mais moi, je les crois. C'est pas la question. C'est si tu veux la façon dont tu veux le truc. Je ne peux pas certifier. Je peux pas certifier. Mais déjà à la tribune. Déjà, en plus, j'avais la notion que ça allait pas. C'est comme les certificats que les parents demandent pour dire qu'ils ne peuvent pas apporter. Moi, non. Mais par contre, la moyenne de travail, Voir qui va dans les sessions. Moi, je suis resté là parce que j'étais bloqué. Il faut arrêter de me recruter tous mes maîtres de stage. C'est plus possible. Pour laisser un peu aux autres. que les modes de stage.